il y a 3 semaines, quand Trump a annoncé le blocus des ports iraniens, j'ai dit que ce blocus ne produirait pas d'accord de paix. J'ai dit qu'il produirait l'effet inverse. J'ai dit qu'il donnerait à l'Iran la justification pour refermer Hormuz, qu'il donnerait aux durs du régime iranien la couverture politique dont ils avaient besoin pour se retirer des négociations, et qu'il donnerait à la Chine l'espace diplomatique nécessaire pour s'avancer encore davantage dans le rôle que l'Amérique était en train d'abandonner. J'ai dit que ces 3 choses allaient se produire. Les 3 se sont produites. Il s'avère qu'un blocus annoncé comme la bande-annonce d'une campagne électorale doit quand même survivre au contact de la réalité. La séquence des événements des 72 dernières heures rend la logique de cette prévision visible d'une manière qui, à mon avis, mérite d'être examinée très attentivement, parce qu'il ne s'agit pas seulement du fait que j'ai eu raison, il s'agit du fait que le mécanisme qui a produit ce résultat était visible depuis le départ, à condition de regarder le bon acteur. Et que l'essentiel de la couverture, regardez le mauvais. Voici ce qui s'est réellement passé. Vendredi, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a publié sur les réseaux sociaux que le détroit d'Ormuz était entièrement ouvert à tout le trafic commercial. Les prix du pétrole ont chuté de 9% en quelques heures, le Dow a bondi de plus de 800 points, les marchés ont intégré l'idée d'un accord, Trump est allé sur True Social et a déclaré, je cite, Iran has just announced that the Strait of Hormuz is fully open and ready for full passage. Thank you. Il a dit thank you. Il a remercié l'Iran. Et ensuite, il a dit que le blocus resterait pleinement en vigueur. C'est le genre de discipline de message qui n'existe que lorsque le slogan arrive avant la stratégie. Les propres médias semi-officiels de l'Iran ont ensuite critiqué publiquement Araghchi pour avoir créé, je cite, des ambiguïtés quant aux conditions de passage. Les durs du régime iranien, les commandants du corps des gardiens de la révolution islamique, le Revolutionary Guard, ont désavoué leur propre ministre des Affaires étrangères en direct à la télévision, sous les yeux du monde, quelques heures à peine après son annonce. Et ensuite, l'Iran a refermé Hormuz. Samedi matin, des canonnières iraniennes avaient tiré sur 2 pétroliers près du détroit. Un porte-conteneur a été frappé par une roquette au large d'Oman. Et le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a qualifié le blocus américain, et je vous donne les mots exacts, de décision irréfléchie et ignorante. Il a ensuite dit que l'Amérique avait avancé 7 affirmations en 1 heure et que les 7 étaient fausses. Et le corps des gardiens de la révolution islamique a publié un communiqué affirmant que les déclarations de Trump, je cite, n'avaient aucune crédibilité. C'était vendredi, c'était samedi, et aujourd'hui, le 19 avril, Ghalibaf a dit qu'il y avait eu des progrès dans les négociations. Le même jour, le même homme qui a qualifié le blocus d'ignorant et affirmé que l'Amérique n'avait aucune crédibilité, a dit qu'il y avait des progrès. Les 2 déclarations dans les mêmes 24 heures. Cette contradiction est, pour moi, la clé pour comprendre ce qui est réellement en train de se jouer dans cette négociation. Et c'est quelque chose que je vois presque personne expliquer clairement dans la couverture dominante. L'Iran de ces cycles d'information n'est pas un seul Iran, c'est 2 Irans. Il y a l'Iran d'Araghchi, le ministre des Affaires étrangères, le négociateur, le diplomate qui s'est rendu à Islamabad, qui a rouvert Hormuz vendredi, qui essaye de trouver la formulation d'un accord avant mercredi quand le cessez-le-feu expire. C'est l'Iran qui veut négocier, qui sait que les dommages économiques du blocus sont réels, qui sait que si le cessez-le-feu s'effondre le 22 avril et que les bombes recommencent à tomber, la phase suivante sera plus difficile à survivre que la précédente. Et puis il y a l'Iran du corps des gardiens de la révolution islamique, le Revolutionary Guard, les durs qui ont désavoué Araghchi quelques heures à peine après son annonce sur Hormuz. Les commandants qui ont publié le communiqué disant que les paroles de Trump n'avaient aucune crédibilité. Les hommes qui ont envoyé des canonnières tirer sur des pétroliers samedi, pendant que, dans le même temps, Ghalibaf disait qu'il y avait des progrès dans les discussions. Ces 2 Irans sont réels. Ils ne jouent pas une routine de bons flics, mauvais flics à des fins diplomatiques, même si cela fonctionne ainsi.
Ils sont réellement en désaccord sur la manière de gérer ce moment. Et la raison pour laquelle ce désaccord interne compte autant pour les négociations, c'est que l'Amérique essaye de conclure un accord avec un Iran pendant que l'autre Iran continue de tirer sur des pétroliers. Pendant ce temps, Washington continue de parler comme si une seule conférence de presse pouvait négocier avec les deux à la fois. Voilà pourquoi j'ai dit que le blocus ferait dérailler l'accord de paix. Ce n'est pas de la relecture après coup. La logique était claire dès le premier jour. Quand l'Amérique a annoncé le blocus le 13 avril, la position de négociation de l'Iran, à l'intérieur même de son gouvernement, a changé. L'effet du blocus sur la politique intérieure iranienne était simple. Avant le blocus, la faction d'Arachi, les diplomates pouvaient soutenir devant les durs que la négociation produisait des résultats. Ils avaient le cessez-le-feu, ils avaient Islamabad, ils avaient le début d'un cadre. L'argument était « Give us time, diplomacy is working ». Le blocus a détruit cet argument en 24 heures. Le corps des gardiens de la révolution islamique pouvait désormais dire à chaque décideur en Iran. Vous voyez, l'Amérique annonce un cessez-le-feu, puis lance un blocus à l'intérieur même de ce cessez-le-feu. Vous voyez, l'Amérique parlait de négociations, puis a envoyé plus de navires. Vous voyez, on ne peut pas traiter avec ces gens-là. Chaque pouce qu'on leur cède, ils en prennent deux. C'est un argument dévastateur à l'intérieur de la structure du pouvoir iranien. Non pas parce qu'il est entièrement exact, mais parce qu'il est émotionnellement puissant et politiquement utile pour ceux qui s'opposaient à un accord depuis le début. Le blocus a été la meilleure chose qui pouvait arriver au dur du régime iranien. Il a validé tout ce qu'il disait depuis 40 jours. Et je l'ai dit avant que cela arrive, non pas parce que je serais particulièrement brillant, mais parce que le schéma était entièrement prévisible à partir de la logique politique de la manière dont l'Iran prend ses décisions. Rien ne renforce autant une faction dure qu'un adversaire qui confond l'escalade avec le levier et le volume avec la cohérence. La Chine entre ici en scène. Et ce n'est pas une histoire simple. Le rôle de la Chine dans cette guerre est le facteur le plus déterminant que la stratégie américaine a constamment échoué à traiter. Et les preuves sont maintenant dans des documents publics, des rapports de renseignements divulgués et des données de suivi satellitaire que n'importe qui peut consulter. Le Financial Times a rapporté cette semaine, en citant des documents militaires iraniens divulgués, que le corps des gardiens de la révolution islamique a utilisé un satellite espion acheté à une entreprise chinoise appelée Earth-Eye Co. Pour cibler des bases militaires américaines au Moyen-Orient, pas un satellite russe, pas un satellite iranien, un satellite acheté à une entreprise commerciale chinoise. Le satellite a surveillé les positions américaines à la base aérienne Muwafaq Salti en Jordanie, à des emplacements près de la base navale de la VM flotte américaine à Manama, au Bahreïn, et à l'aéroport d'Erbil, en Irak, au moment des attaques revendiquées par le corps des gardiens de la révolution islamique contre des installations dans ces zones. CBS News a confirmé séparément que les évaluations du renseignement américain indiquent que l'Iran a utilisé des images satellites fournies par la Chine tout au long du conflit. 2 responsables américains, s'exprimant sous couvert d'anonymat, l'ont confirmé à CBS. Cela compte parce que la Chine a aidé l'Iran à voir où se trouvait l'Amérique pour que l'Iran puisse frapper ces endroits avec plus de précision. Ce n'est pas un soutien passif. C'est pas seulement acheter du pétrole, c'est fournir une capacité de ciblage. Et le président américain, lorsqu'on l'a interrogé sur les transferts d'armes chinois vers l'Iran, a dit qu'il en doutait. La même semaine, sa propre communauté du renseignement l'a confirmé. Cet écart entre ce que le renseignement américain sait et ce que la politique étrangère américaine est prête à dire publiquement n'est pas accidentel. Il existe parce que l'Amérique a besoin de quelque chose de la Chine. C'est ce qui arrive quand les briefings officiels essaient de rivaliser avec la mise en scène. Le renseignement arrive dans une salle et la performance part dans une autre. Trump doit se rendre à Pékin en mai, le sommet avec Xi Jinping est inscrit au calendrier, les négociations tarifaires sont en cours. L'Amérique ne peut pas se permettre une confrontation totale avec la Chine au sujet de l'Iran, au moment même où elle essaie de négocier des conditions commerciales et d'éviter une rupture économique plus large avec la deuxième économie du monde.
La Chine le sait. La Chine exploite cette contrainte depuis le début de la guerre en février. Mais le point le plus profond est celui-ci. La raison pour laquelle j'ai dit que le blocus échouerait ne concernait pas seulement la politique intérieure de l'Iran. Elle concernait l'architecture économique que la Chine a construite autour de l'Iran. Et cette architecture est l'élément le plus important à comprendre pour saisir pourquoi cette guerre en est arrivée au point où elle en est. Avant le début de cette guerre, l'Iran exportait environ 6 millions de barils de pétrole par jour. Pendant la guerre, alors que Hormuz était en grande partie fermé, alors que le monde regardait les prix du pétrole grimper au-delà de $100 le baril, les exportations iraniennes ne se sont pas effondrées. Elles ont continué. Les services de suivi des pétroliers qui utilisent l'imagerie satellitaire pour suivre des navires ayant coupé leur transpondeur montrent que 7 millions de barils de brut iranien ont été acheminés vers la Chine entre le 28 février et la mi-avril. L'Iran continue d'être payé. Le blocus n'a pas coupé les revenus de l'Iran parce que la Chine a bâti, au cours de la dernière décennie, un système spécifiquement conçu pour survivre aux sanctions américaines. Des pétroliers de flotte fantômes avec les transpondeurs éteints. Des paiements en yuan par l'intermédiaire de banques chinoises de second rang hors du système SWIFT. Des entrepôts sous douane à travers les eaux asiatiques. Des raffineries chinoises appelées teapot qui traitent du brut sous sanction sans documentation susceptible de déclencher des alertes de conformité. Des transferts de navire à navire en pleine mer qui rendent l'origine de la cargaison intraçable. Ce système n'a pas été construit pour cette guerre. Il a été construit pendant les années de sanctions. Cette guerre l'a simplement rendu visible, et quand l'Amérique a annoncé le blocus, ce système a simplement absorbé la nouvelle pression. Le pétrole a continué de circuler, l'Iran a continué de recevoir des revenus, et les durs du régime iranien ont pu dire, avec raison, aux négociateurs de leur propre camp, « We do not need to give anything away, we can wait, China is still buying ». Ce système n'a pas été construit pour cette guerre. Il a été construit pendant les années de sanctions. Cette guerre l'a simplement rendu visible. Et quand l'Amérique a annoncé le blocus, ce système a simplement absorbé la nouvelle pression. Le pétrole a continué de circuler, l'Iran a continué de recevoir des revenus, et les durs du régime iranien ont pu dire, avec raison aux négociateurs de leur propre camp, « We do not need to give anything away, we can wait, China is still buying ». Une politique de sanctions qui laisse le flux d'argent intact ressemble moins à un point d'étranglement qu'à un geste télévisé accompagné de graphiques maritimes. Un exemple précis rend cette architecture visible d'une manière que les descriptions abstraites ne peuvent pas rendre. Cette semaine, un pétrolier appartenant à des intérêts chinois, le Rich Starry, déjà sanctionné par le département du Trésor américain, est devenu le premier navire à quitter le détroit d'Ormuz après le début du blocus. Il est entré dans le golfe d'Oman, puis, pour des raisons qui n'ont pas été expliquées publiquement, il a fait demi-tour et est retourné vers l'île iranienne de l'Arak, où il est resté immobile en mer. L'Amérique ne l'a pas arrêté à la sortie. L'Amérique ne l'a pas arrêté au retour. Un pétrolier chinois sanctionné a effectué un aller-retour à travers un blocus naval américain sans conséquences apparentes. Et des données de trafic maritime ont confirmé que 2 autres navires exploités par des intérêts chinois nommés Alicia et RHN ont aussi transité près des eaux iraniennes pendant la première journée complète du blocus. Ce que cela me dit au sujet de la capacité pratique d'application du blocus contre les navires liés à la Chine est clair. L'Amérique applique le blocus de manière sélective. Elle l'applique contre les navires qui n'ont pas de puissants protecteurs. Elle ne l'applique pas contre les navires liés à la Chine parce que appliquer le blocus contre ces navires créerait une confrontation avec la Chine que l'Amérique ne peut pas se permettre en ce moment. Et la Chine le sait, l'Iran le sait. Tous les capitaines de pétroliers et toutes les compagnies maritimes du monde le savent. Un blocus avec des exceptions connues n'est pas un blocus. C'est une tactique de pression avec un plafond visible. Et la décision de l'Iran de le qualifier d'ignorant reposait au moins en partie sur le fait qu'il savait où se trouvait ce plafond. Voilà pourquoi j'ai dit que le blocus ferait dérailler l'accord de paix.
Un blocus qui ne coupe pas les revenus de l'ennemi ne produit pas la pression économique qui modifie la position de négociation de l'ennemi. Il ne produit que la couverture politique qui permet aux durs de l'adversaire de rejeter tout compromis. Une fois que les exceptions deviennent visibles, le scénario de l'homme fort commence à ressembler moins à de la dissuasion qu'à une brochure. Ce que signifie mercredi devient impossible à ignorer, parce que le 22 avril est dans 3 jours au moment où j'enregistre ceci, et que le cessez-le-feu expire alors, et que personne à Washington ni en Iran ne semble avoir de plan clair pour la suite. Trump a dit à bord d'Air Force One vendredi dernier, et je veux vous donner les mots exacts. Maybe I won't extend it. So, you have a blockade, and unfortunately, we have to start dropping bombs again. Il a dit dropping bombs again, alors que le cessez-le-feu était toujours techniquement en vigueur, alors qu'Arachi était encore sur Twitter à annoncer que Hormuz était ouvert, alors que les marchés montaient sur un optimisme de paix. Il existe une certaine manière de gérer les crises qui traite chaque micro comme un roulement de tambour. Au même moment, un haut responsable iranien a dit à CNN qu'un nouveau cycle de rencontres entre négociateurs iraniens et américains aurait lieu lundi au Pakistan. Et cela correspond à demain au moment où j'enregistre ceci. L'Iran a confirmé des discussions lundi, l'Amérique n'a pas confirmé de discussions lundi. Les deux choses ne peuvent pas être simultanément vraies de la manière dont chaque camp les présente. Soit des pourparlers sont prévus, soit ils ne le sont pas. Soit l'Amérique va à Islamabad lundi, soit elle n'y va pas. Cette ambiguïté est en elle-même une mesure de l'instabilité de ce moment diplomatique. Ce que je pense être réellement en train de se passer, c'est que les deux camps essaient d'utiliser les 3 jours avant mercredi comme levier. L'Iran signale sa force en refermant Hormuz, en qualifiant le blocus d'ignorant, en tirant sur des pétroliers, en projetant de l'assurance. L'Amérique signale sa force en maintenant le blocus, avec Trump qui dit « bombs again », avec des réunions du cabinet de guerre à la Maison-Blanche samedi, où Exet, le directeur de la CIA, et les Joint Chiefs se sont tous présentés ensemble. Les deux camps jouent la pression maximale, tout en laissant simultanément une porte légèrement entrouverte à des pourparlers. C'est pas une voie vers un accord en 3 jours. C'est une voie vers une prolongation du cessez-le-feu qui répond à une logique différente. Une prolongation du cessez-le-feu signifie qu'aucun des deux camps n'a ce qu'il faut pour conclure un accord, mais qu'aucun des deux ne veut que la guerre reprenne tout de suite. Cela repousse la décision. Cela donne plus de temps aux deux camps pour se positionner, et cela donne à la Chine plus de temps pour continuer à faire exactement ce qu'elle fait déjà. Cela me ramène à mon point de départ. J'ai dit que le blocus ferait dérailler l'accord de paix. L'Iran l'a qualifié d'ignorant et de stupide, et a dit que les paroles de l'Amérique n'avaient aucune crédibilité. Et la Chine, en continuant d'acheter du pétrole iranien grâce à un système qu'aucun blocus ne peut atteindre, en fournissant du renseignement de ciblage à l'armée iranienne, en préparant des systèmes radars avancés pour la défense aérienne iranienne, selon les informations de CBS fondées sur le renseignement, en opposant son veto à la résolution des Nations Unies visant à rouvrir Hormuz aux côtés de la Russie, a prouvé que les deux avaient raison. Le blocus ne pouvait pas produire la pression économique capable de modifier la position de négociation de l'Iran. Il ne pouvait pas produire cette pression parce que la Chine s'est assurée que l'Iran aurait des revenus quoi qu'il arrive. Et l'accord de paix qu'Arachi a tenté d'annoncer vendredi s'est effondré en quelques heures parce que les durs du régime iranien, enhardis par ce même soutien chinois, l'ont désavoué. La version théâtrale de la puissance a toujours l'air décisive jusqu'au moment où quelqu'un vérifie qu'il y a encore l'argent, les navires et la patience. Voilà, la structure de ce moment. C'est pas une histoire sur l'Iran, ni une histoire sur l'Amérique. C'est une histoire sur 3 pays, et sur celui des 3 qui joue la partie la plus longue depuis le début de cette guerre en février. Voilà la structure de ce moment. C'est pas une histoire sur l'Iran ni une histoire sur l'Amérique, c'est une histoire sur 3 pays. Et lequel des 3 joue la partie la plus longue depuis le début de cette guerre en février. Un cadre historique rend la stratégie de la Chine lisible d'une manière que le cycle quotidien de l'actualité ne rend pas. En 1950, quand l'Amérique est entrée dans la guerre de Corée, la Chine n'était pas un belligérant direct. Au cours des premiers mois, la Chine approvisionnait la Corée du Nord, fournissait du matériel, fournissait du renseignement, renforçait la capacité du camp que l'Amérique combattait sans entrer officiellement dans le conflit, et les commandants américains, y compris Douglas MacArthur, répétaient que la Chine n'interviendrait pas directement.
Ils avaient tort. Mais ils ne se trompaient pas sur ce que la Chine faisait avant son intervention. La Chine soutenait le camp le plus faible, juste assez, pour le maintenir viable, sans franchir le seuil qui exigerait une réponse américaine directe. Ce modèle, un soutien sans implication directe, n'est pas nouveau. C'est l'une des stratégies les plus constantes de l'histoire de la politique étrangère chinoise. C'était l'approche en Corée, c'était l'approche au Vietnam, où la Chine a fourni des missiles solaires et des canons antiaériens qui ont abattu des avions américains sans que des soldats chinois combattent visiblement. Cela a été l'approche tout au long des décennies de tensions américano-iraniennes, où la Chine a acheté du pétrole iranien, transféré de la technologie et fournit une couverture diplomatique sans jamais devenir une partie formelle au conflit. Ce qui est différent aujourd'hui, c'est l'ampleur et la sophistication de ce soutien. Le système de pétroliers de flotte fantôme est plus développé que tout ce que la Chine a mis en place dans des conflits précédents. Le renseignement satellitaire de ciblage est plus direct que tout ce que la Chine a fourni aux adversaires précédents de l'Amérique. La combinaison d'une bouée économique, d'un soutien en renseignement et d'un pipeline d'armement que la Chine a assemblé autour de l'Iran dans cette guerre représente l'application la plus complète de cette stratégie que la Chine ait jamais tentée. Et la réponse américaine a été de menacer la Chine d'un tarif de 50% tout en planifiant en même temps un sommet avec Xi Jinping à Pékin le mois prochain. La menace et l'invitation coexistent. Elles coexistent parce que la stratégie américaine pour mettre fin à cette guerre n'a pas trouvé le moyen de séparer le problème chinois du problème iranien. Et une stratégie qui ne traite pas le rôle de la Chine est une stratégie qui essaie de gagner une partie pendant qu'un des joueurs les plus importants agit sans contrainte. Menacer le matin, planifier le sommet en soirée et appeler cela du levier avant la nuit. C'est devenu une doctrine à part entière. La Chine a construit sa position dans ce conflit comme un joueur d'échecs construit sa position. Non pas en attaquant, non pas en faisant des coups spectaculaires, mais en plaçant des pièces sur des cases qui restreignent les options de l'adversaire. Les achats de pétrole restreignent le blocus américain. Le satellite a restreint l'avantage américain en matière de ciblage. Le pipeline d'armement restreint la supériorité aérienne américaine si la guerre reprend. Le veto à l'ONU restreint le consensus international contre l'Iran. Les négociations tarifaires avec l'Amérique restreignent la capacité de l'Amérique à faire pression directement sur la Chine à propos de tout cela. Chaque échelon de cette échelle a été construit discrètement, sans conférence de presse, sans publication, surtout sociale, sans menacer de faire exploser toute une civilisation, simplement en faisant les choses de manière constante pendant des mois et des années, d'une façon que tout le monde pouvait voir, mais que personne ne voulait dire à voix haute parce que le dire à voix haute obligerait à s'en occuper. Ce qui se passera mercredi compte. Que le cessez-le-feu soit prolongé, s'effondre ou se transforme en autre chose compte. Karachi monte dans un avion pour Islamabad lundi ou que le corps des gardiens de la révolution islamique publie un autre communiqué sur les pétroliers compte. Mais avant tout cela, ce que la Chine dit et ne dit pas compte plus que tout. Un autre détail précis de la semaine dernière a été presque entièrement enfoui sous le cycle Hormuz ouvert, Hormuz fermé, et il mérite qu'on s'y arrête. Le département du Trésor américain, le même jour où le ministre iranien des Affaires étrangères a annoncé que Hormuz était ouvert, a émis une dérogation autorisant la livraison et la vente de brut russe transportée par mer sous sanctions, une dérogation aux sanctions pétrolières contre la Russie afin d'atténuer la pression sur les prix provoquée par la guerre avec l'Iran. L'Amérique a allégé les sanctions sur le pétrole russe le même jour où l'Iran a ouvert Hormuz, le même jour où Trump a dit merci à l'Iran. Pour un mouvement qui affiche la fermeté comme un logo de campagne permanent, il est remarquable de voir à quelle fréquence les petites lignes finissent par subventionner précisément la pression qu'il prétend combattre. La signification stratégique de cela est difficile à manquer. La Russie mène en ce moment une guerre en Ukraine que l'Amérique a soutenue à hauteur de centaines de milliards de dollars. L'Amérique dispose du régime de sanctions le plus complet de son histoire contre la Russie et l'Amérique a discrètement levé certaines restrictions sur le pétrole russe parce que la guerre avec l'Iran a créé une pénurie énergétique assez grave pour que l'Amérique ait besoin de l'approvisionnement russe afin de maintenir des prix gérables.
la Russie n'a pas eu à faire la guerre de l'Iran. La Russie n'a pas eu à envoyer un seul soldat dans le détroit d'Ormuz. La Russie a simplement eu à faire preuve de patience, à maintenir sa relation de partage de renseignements avec l'Iran, à opposer son veto à la résolution de l'ONU aux côtés de la Chine, et à attendre que le choc énergétique provoqué par la guerre avec l'Iran force l'Amérique à assouplir volontairement les sanctions contre la Russie, ce qui est exactement ce qui s'est produit cette semaine. La Russie a profité de cette guerre sans la faire, la Chine a profité de cette guerre sans la faire, et tous deux l'ont fait parce que le blocus américain contre l'Iran a créé les conditions dont elles avaient besoin. Le blocus qui était censé faire pression sur l'Iran pour l'amener à un accord a finalement réduit la pression sur la Russie et fourni à la Chine une couverture stratégique pour approfondir son soutien à l'Iran. Voilà le tableau complet de ce qu'a produit le blocus. Pas un accord de paix, pas une capitulation économique de l'Iran, pas une prolongation du cessez-le-feu à de meilleures conditions. Un gain stratégique majeur pour les deux principaux concurrents de l'Amérique, livré par une politique américaine conçue pour produire l'inverse. Parce que l'histoire de cette guerre, depuis le jour où elle a commencé, n'a pas été l'Amérique contre l'Iran. Cela a été quelque chose de plus compliqué. Et la complexité, comme je l'ai déjà dit, ne s'annonce pas elle-même. Elle agit simplement en silence, avec constance, échelon par échelon. Et le système que la Chine a bâti autour de l'Iran fonctionne discrètement depuis une décennie. Cette guerre l'a simplement rendu impossible à ignorer. Le slogan promettait la domination, le mécanisme a ouvert des brèches pour tous les autres,